Bienvenue dans le débat de France 24. Passe ton bac d'abord, c'est un peu ce que disent les Européens à Theresa May. La chef du gouvernement britannique réclame un report de la date du Brexit, prévu dans 8 jours seulement. Elle souhaiterait repousser de 3 mois au 30 juin prochain la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Oui, mais pour cela, il faut que les députés britanniques votent une 3e fois sur le projet d'accord négocié entre Londres et Bruxelles et qu'ils l'approuvent après 2 refus. Bref, la route du Brexit reste un enfer, pas forcément pavé de bonnes intentions. Pour en débattre, j'ai le plaisir d'accueillir ici même Elvire Fabry. Bonjour, vous êtes chercheuse senior à l'Institut Jacques Delors. Merci d'être avec nous. Michel de Fabiani, vice-président de la Chambre de commerce franco-britannique. Bonjour. John Henley, journaliste en charge de la rubrique Europe au quotidien britannique The Guardian. Et puis avec nous, en direct du Parlement de Bruxelles. Dans un instant, nous aurons David Coburn, député européen, membre anciennement de UKIP, désormais rebaptisé Parti pour le Brexit. Emmanuel Macron, en tout cas, a planté le décor en préambule à ce sommet. Écoutez. Je suis évidemment tout à fait ouvert à ce qu'il y ait une prolongation technique qui doit être la plus courte possible en cas de vote positif. Ensuite, il nous faut être clair vis-à-vis de nous-mêmes, de nos amis britanniques et de nos peuples. La première chose, l'accord de retrait, ça fait 2 ans que nous le négocions. Il ne peut pas être renégocié. La deuxième chose, c'est qu'en cas de vote négatif britannique, nous irions vers un no deal. Nous le savons tous. Elvire Fabry, l'hypothèse d'un hard Brexit, d'une sortie sans accord le 29 mars, vous semble-t-elle encore possible à ce stade ? En l'état, pour le moment, c'est le scénario vers lequel on va. Ce que l'on voit aujourd'hui, c'est que les 27 veulent éviter ce scénario. Personne ne serait content avec ce qui serait le scénario le plus chaotique des deux côtés, encore plus pour les Britanniques, mais également pour les Européens. Donc ils sont prêts à concéder une extension. Ça vient d'être dit par le président. Il faut que ce soit sous condition, la condition que l'accord qui a été négocié par Theresa May et les 27 soit voté la semaine prochaine. Il y a encore énormément d'incertitudes et on voit bien que le risque de no deal a gagné encore pas mal de points ces derniers jours. C'est le scénario du pire, ça, Michel de Fabiani. On est à 8 jours, ce hard Brexit, une sortie sans accord négocié entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Oui, bon, nous ne faisons pas de politique et nous ne nous mettons pas dans le stress politique. Oui, mais comme on dit, on se prépare au mieux, mais on s'assure contre le pire. Les avions voleront, les trains fonctionneront, les douanes seront passées, les gens pourront continuer à voyager le 30. Même en cas donc de sortie sans accord. Donc vous êtes rassuré, vous, ce soir, finalement, il n'y a pas de quoi s'inquiéter ? La sortie Brexit, c'est une affaire de plus long terme. Quid de l'après, c'est ça ? Quelle sera la forme des relations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne ? Et les conséquences économiques. On en parlera. Pour obtenir un report, les députés devront donc voter à nouveau la semaine prochaine le même projet d'accord que celui qu'ils ont déjà rejeté à 2 reprises. Ils vont l'adopter cette fois, John Henley ? Rien n'est moins certain, en fait. Pour l'heure, un vote n'est même pas encore programmé formellement. Non, absolument. Il va falloir de toute façon que ça se passe tôt, lundi, mardi, je pense. Il va falloir vraiment que ça se passe tôt la semaine prochaine. Mais le problème de Theresa May, c'est le même problème qu'elle a eu plus ou moins depuis le début. Elle a à peu près 30%, un tiers des députés qui sont prêts à soutenir son deal, à peu près un tiers qui trouve que son deal va trop loin, et à peu près un tiers qui trouve que ça va pas assez loin. Et voilà, donc il va falloir qu'elle essaye de trouver un peu de soutien des deux côtés, des 2 tiers qui ne la soutiennent pas. Elle n'a pas fait beaucoup pour sa cause hier soir, son petit discours à Londres, dans laquelle elle a essentiellement dit que la faute que son deal n'est pas encore passé était entièrement aux députés britanniques. Donc elle a à peu près mis la responsabilité sur ceux chez qui elle va aller chercher un peu de soutien. On va l'écouter justement, Theresa May. Voilà ce qu'elle a dit effectivement hier à la télévision. Écoutez. Pendant 2 ans, les députés ont été incapables de s'entendre sur la manière pour le Royaume-Uni de sortir de l'Europe. La conséquence, c'est qu'on ne pourra pas partir au moment prévu avec un accord le 29 mars. Ce retard est pour moi un échec et un regret personnel. Et je suis certaine que vous aussi, public, en avez assez.
Vous êtes fatigué de cette bataille et vous voulez que le Brexit soit derrière vous. Je le comprends, je suis d'accord et je suis de votre côté. Ah, on vient de l'entendre. Theresa May qui prend donc l'opinion publique à témoin pour forcer la main un peu de ses députés. C'est la stratégie qu'elle mène visiblement depuis 3 mois, sans succès pour l'instant, Elvire Fabry. On a envie de se dire, là, on est rentré déjà un petit peu dans un exercice d'attribution de responsabilité. Oui. On n'est pas au bout encore, mais ça commence. On a envie de se dire que c'est un petit peu rapide encore à ce stade, parce qu'on a quand même le sentiment que Theresa May n'a pas laissé beaucoup de place à un débat parlementaire qui aurait pu permettre en tout cas de clarifier un petit peu les choses et peut-être de faire émerger une majorité au sein des 3 groupes que vous décriviez tout à l'heure. Et si elle misait depuis le début sur ce money time, c'est-à-dire le fait que dans la dernière ligne droite, les députés n'aient plus le choix et qu'à ce moment-là, il n'y aura pas d'autre solution que son accord. Est-ce que ce n'est pas sa stratégie depuis le début ? Ça a été que sa stratégie depuis le début, absolument. C'est vraiment de jouer la montre et d'arriver à un point où elle peut dire aux ceux qui l'opposent, écoutez, si vraiment vous voulez le Brexit, c'est parce que c'est quoi le pire cauchemar des Brexiteurs, hein? C'est un report très long qui pourrait aboutir à un genre de Brexit beaucoup plus doux, donc qui laisserait la Grande-Bretagne beaucoup plus proche de la Grande-Bretagne, de l'Europe, ou peut-être même pas de Brexit du tout. Donc elle va dire, si vous voulez, ce projet, vous en avez rêvé depuis 20 ans, si vraiment vous voulez Brexit, maintenant c'est mon deal ou c'est rien du tout. Mais de ce point de vue-là, les députés britanniques lui ont rendu service en rendant impossible une sortie sans accord, comme ils l'ont voté la semaine dernière, non ? Ils donnent un argument massue à Theresa May pour dire c'est soit pas de Brexit du tout, soit le Brexit à mes conditions. Sauf que ce vote de la semaine dernière, où il y a sur le pas de sortie sans accord, ça veut rien dire, en fait. Parce que tout ce que ça veut dire, c'est que le gouvernement ne peut pas faire de no deal sa politique. Mais no deal, ça reste la solution automatique. Par défaut. Oui, c'est pas juridiquement contraignant, en effet. Et peut-être que là, ce qui est un petit peu nouveau depuis 24 heures, 48 heures, c'est que les Européens se montrent réticents à l'idée d'une extension longue. Et là, ce que l'on voit surgir un peu plus, c'est éventuellement aussi une nouvelle pression acculée à un risque de no deal vers une révocation de l'article 50. Il y a un sondage, une pétition qui a été déposée auprès de la Chambre des communes, qui dit quelque chose simplement. Enfin, là, il y a déjà plus d'1 million de signataires. C'était pas pour le moment l'idée de sortir, de révoquer l'article 50, n'était pas du tout d'actualité. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on sent un petit peu plus que pour les Brexiteurs les plus durs, qui voudraient pas être enfermés dans une extension longue, en revanche, on pourrait aussi être acculé à une situation de révocation de l'article 50. Donc revenir sur l'idée même de Brexit, de sortie. Et pourquoi pas ? Michel, vous y pensez, ça vous semble possible, Michel de Fabiani? Écoutez, il faut dire que l'organisation patronale CBI et la Confédération syndicale TUC, alors qui, pour le coup, dans une rare communion de pensée, demandent aujourd'hui, dans une lettre ouverte à Theresa May, de changer d'approche sur le Brexit. Et ils mettent d'ailleurs, ils soulignent la situation d'urgence à 8 jours de la sortie théorique. Bon, je crois que chacun joue son rôle dans l'urgence. En fait, la réalité, c'est que personne ne veut un hard Brexit. Ni le UK, ni les Européens. L'accord. Mais qui le veut le moins, ce hard Brexit? Qui est prêt à faire un exemple? D'un côté, ça semble l'Europe. Je crois que l'accord qui existe, ça a été rappelé par les présidents des États membres européens, il existe un accord qui est on appelle soft Brexit, qui est un bon accord. Si c'est un bon accord, parce que en tant qu'entreprise, en tout cas, on considère que c'est un bon accord, qu'on soit étudiant, résident fiscal ou non fiscal, touriste, entreprise, biens, services, marchandises, c'est un bon accord parce que le UK reste dans l'Europe, mais n'est plus dans l'Union européenne. Il n'était déjà pas dans Schengen, il n'était déjà pas dans l'euro, donc c'est pas extraordinaire qu'il ne soit pas dans l'Union européenne. Il restera dans l'Union douanière sans avoir voix au chapitre. Mais c'est quand même le pire des deux mondes. Non, parce que vous savez très bien comment ça se passe. D'abord, il y a des accords internationaux. Et deuxièmement, la réalité fait que l'attractivité d'un pays impose qu'on fasse des échanges et qu'on ne mette pas des droits de douane aberrants de part et d'autre. Mais il faut bien voir que ce n'est pas le UK tout seul et isolé, c'est le UK et les États membres de l'Union européenne qui ont un intérêt à ce que ce deal se mettent en œuvre. Alors, un troisième vote,
ça a été rappelé. S'il y a un troisième vote qui entérine le deal, le délai sera accordé. Le délai, c'est simple, un délai. Oui. Mais attendez, juste le troisième vote, le vote prévu cette semaine, qui était précisément un troisième vote sur cet accord, il a été empêché par le speaker de la Chambre des communes, John Bercow. Qu'est-ce qui garantit qu'il pourra bien avoir lieu la semaine prochaine, ce vote ? Les députés, ils peuvent tout simplement voter, ils peuvent tout simplement exiger un troisième vote. Donc, vous pensez qu'il y aura une pression des communes, des députés pour cela ? Je pense qu'il va. Ils sont mûrs d'une certaine manière pour voter ce deal qu'ils ont rejeté déjà 2 fois ? En tout cas, pour demander le vote, oui. en effet, pour vouloir avoir ce vote. Ça ne veut pas dire forcément qu'il y a plus de visibilité sur le vote. Juste un point sur la question de la nature du deal. Le deal lui-même, il ne dit pas encore quelles seront les relations futures. Il permet, par la déclaration politique, beaucoup de choses. Il permet d'aller vers un soft Brexit. Il permet aussi un moins soft Brexit, du Brexit un peu plus hard. Et en fait, c'est encore une fois, c'est tout le problème qui se joue sur le vote éventuellement qui aurait lieu mardi. C'est que les Britanniques se disent qu'ils ne maîtrisent pas encore, enfin les différents parlementaires des différents côtés de la House of Commons, qui ne maîtrisent pas encore la direction dans laquelle on irait au cours des négociations pendant une période de transition. C'est très exact. C'est quelque chose que beaucoup de gens n'ont pas vraiment, parce que le Brexit, c'est extrêmement compliqué. Votre correspondant l'a dit. Et on va beaucoup de gens ne l'ont pas compris. L'accord sur lequel les députés britanniques vont vraisemblablement voter, devra voter la semaine prochaine, c'est le divorce. Oui. Hein. Ce n'est pas la relation dans l'avenir. Et comme vous le dites très bien, cet accord est accompagné, l'accord de sortie est accompagné d'une déclaration politique qui est censée régler plus ou moins la question de la relation dans l'avenir. Et ça a laissé exprès très très vague. Tout est possible. Et aussi un certain nombre de réglementations que le UK a déjà commencé à adopter, qui sont semblables aux réglementations européennes. Et donc, dans ces cas-là, il n'y a plus de problème d'échange ou d'économie. Vous êtes confiant à la transposition ? Les étudiants Erasmus continuent, ça fait encore partie au moins pendant 3 ou 4 ans. Je sais plus. Bon, donc il y a déjà un certain nombre de choses qui sont en place pour que, si cet accord est confirmé, les choses se passent relativement bien. Alors si les députés britanniques adoptent l'accord, alors il pourrait, c'est ce qu'ont laissé entendre les Européens aujourd'hui, il pourrait y avoir report de la date du Brexit au-delà du 29 mars. Oui, mais jusqu'à quand ? Le 30 juin, comme le souhaite Theresa May. Caroline de Camaret, vous êtes avec nous en direct de Bruxelles. Quels sont les derniers échos qui vous parviennent ? Alors justement, il y a aussi une question un peu cruciale de la date, parce que Theresa May, elle misait sur le 30 juin, parce que et d'ailleurs certains règlements du Parlement européen lui donnaient raison, parce que la première plénière du Parlement européen, c'est début juillet, donc elle disait c'est pas grave, on n'organise pas les élections européennes, mais n'empêche que j'ai besoin de 3 mois pleins pour à la fois faire revoter, alors bien sûr c'est son premier objectif, mais aussi transposer toutes les lois qui sont nécessaires justement pour préparer ce Brexit, et donc pour ça j'ai besoin de 3 mois plein. Simplement, là, aujourd'hui, dans le brouillon que vont bientôt entériner les 27, ils ne sont toujours pas sortis, donc ils sont en retard. Vous voyez bien que ce sont des longues discussions, y compris sur la date exacte. On parle du 22 mai, c'est-à-dire pile avant le début du vote dans certains pays des élections européennes. C'est du 23 au 26, des élections très importantes, effectivement, pour ceux qui restent dans l'Union européenne, qui doivent élire 705 eurodéputés. Et effectivement, ils disent 22 mai maximum, donc déjà c'est pas la date demandée, à condition d'ailleurs qu'il y ait eu un vote d'approbation avant, c'est-à-dire qu'on ait quelque chose à se mettre sous la dent, et ça évidemment c'est assez compliqué pour Theresa May, ce qui exclut, puisque le Royaume-Uni ne souhaite pas revoter, c'est ce qui pourrait être mentionné dans ses conclusions, des élections européennes qui se tiendraient, et puis surtout un report beaucoup plus long. Donc pour l'instant on le voit sur des positions assez dures des Européens, qui envisagent en effet un report technique à condition qu'il y ait un plan véritable pour faire revoter ce deal, et qui en plus poserait une date limite juste avant les européennes, ce qui est quand même très compliqué psychologiquement de se dire qu'on va mélanger le Brexit comme on le fait depuis des mois d'ailleurs, avec une campagne des européennes qui est importante, où les populistes montent. Il y a véritablement un enjeu européen à se débarrasser de cette question du Brexit coûte que coûte, et qui est en train d'encombrer l'agenda
Et puis, il y a une lassitude, 17 mois de négociations pour aboutir à ça, de sommet en sommet, des sommets supplémentaires dont on parle déjà la semaine prochaine, etc., juste pour s'occuper des Britanniques. C'est compliqué, il y a beaucoup d'autres sujets évidemment importants et il y a une campagne des Européennes aussi à remplir de nouvelles intéressantes pour les citoyens européens autres que le Brexit. Merci Caroline, vous restez avec nous. On reste nous aussi à Bruxelles puisqu'on part retrouver, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, David Coburn, député européen, membre du parti pour le Brexit. David Coburn, on est à 8 jours de la date théorique pour le Brexit. Oui, mais voilà, elle pourrait être reportée. Quelle est votre réaction ? Il avait peur, les communautés européennes, il avait peur qu'il y a 72 membres du Parlement britannique qui retournent avec mon parti Brexit de M. Farage. Il avait peur de ça. C'est une catastrophe pour les communautés européennes et c'est aussi une catastrophe pour Mme May et le gouvernement conservateur. Oui, ça veut dire aussi que vos jours au Parlement européen sont comptés, puisque les Britanniques bientôt ne siégeront plus, du moins si effectivement la date du report est fixée au 22 mai, comme nous le dit Caroline de Camaret, c'est-à-dire juste avant les élections européennes. Oui, mais voilà, pour ça, il faudrait revoter à Londres la semaine prochaine. Est-ce que vous êtes partisan, vous, d'un troisième vote sur le projet d'accord de Theresa May, et on connaît évidemment d'avance votre réponse en cas de vote? C'est pas possible. Le speaker de la maison de commune, il dit non, c'est pas possible. C'est le même deal. Évidemment, il n'avait pas changé le deal, c'est le même. C'est impossible. Donc, semaine prochaine, nous partir la communauté européenne sans deal. Je suis très heureux avec ça parce que je veux la liberté que nous fait les deals avec tous les autres pays du monde. C'est meilleur pour nous, mais c'est pas bien pour la communauté européenne. Évidemment, il avait des problèmes, je suis sûr certain. On verra effectivement qui a le plus à craindre d'une sortie sans accord, même si ça reste l'un des scénarios et pas forcément le plus probable. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour la deuxième partie du débat. Retour au débat de France 24 avec toujours avec nous en duplex du Parlement de Bruxelles, David Coburn, député européen, membre du parti pour le Brexit. Également à mes côtés, ici même, Michel de Fabiani, vice-président de la Chambre de commerce franco-britannique, John Henley, journaliste en charge de la rubrique Europe au quotidien britannique The Guardian, et Elvire Fabry, chercheuse senior à l'Institut Jacques Delors. Elvire Fabry, un report qui semble se dessiner, en tout cas sous condition, et on va en reparler, posé par les Européens, mais un report, pourquoi faire si effectivement, les députés britanniques valident enfin cet accord qu'ils ont rejeté à 2 reprises dans le passé la semaine prochaine. À quoi va servir la période de grâce accordée au Royaume-Uni ? C'est très concret, en fait. Si les Européens accordent une extension, c'est en effet sur la base d'un accord où ça y est, c'est juste la mise en œuvre juridique dont il s'agit. Et à ce moment-là, on n'a besoin que de quelques semaines. Ce serait un processus encore long qui demande, il y aurait probablement des amendements, des discussions au sein de la Chambre des communes. Mais à ce moment-là, ça peut tenir avant les élections européennes. Et c'est vrai que le scénario d'une extension qui serait allée jusqu'au mois de juin ne tient pas la route, parce que soit, encore une fois, c'est pour assurer la mise en œuvre juridique d'un accord qui a été voté. Le 30 juin, c'est ce que réclame Theresa May. Oui, mais à ce moment-là, si c'est pour trouver une solution alternative à cet accord, ça veut dire qu'on n'a pas de garantie côté européen que ça puisse arriver. Et ça veut dire qu'on prend le risque de repousser, en fait, simplement un no deal jusqu'à la fin du mois de juin, ou éventuellement, et pourquoi pas, quand même, une révocation de l'article 50. Les Britanniques, à ce moment-là, n'ayant pas participé aux élections européennes, ça veut dire que c'est la machine institutionnelle européenne qui peut être bloquée, parce que tant qu'il n'y a pas de participation de parlementaires britanniques au nouveau Parlement, on ne peut pas décider quel sera le nouveau président de la Commission européenne. Enfin, c'est tout en cascade. C'est une conjecture juridique et politique, mais qu'on ne peut pas exclure et dont les Européens ont tenu compte dans leur décision de concéder une extension courte.
Caroline de Camaret, toujours avec nous en direct de Bruxelles. Les Européens, ils sont inflexibles à l'image de ce qu'a dit Emmanuel Macron aujourd'hui. Il n'y a aucune chance qu'on accède à la demande britannique d'un délai supplémentaire si les députés aux communes ne votent pas l'accord la semaine prochaine dans les mêmes termes que ceux dans lesquels il a été négocié. Ils sont inflexibles, mais un tout petit peu désespérés quand même, parce qu'il faut dire qu'ils prennent la mesure aussi du risque d'une no deal, que Emmanuel Macron a aussi beaucoup souligné, mais que les Allemands redoutent tout autant que les Français. Les principaux pays exportateurs en direction du Royaume-Uni et qui seraient évidemment le plus impactés et le plus rapidement en cas d'un saut de la falaise, une sortie brusque sans accord, c'est à la fois la France, évidemment, pays frontalier par la Manche, les Pays-Bas et l'Allemagne. Et l'Allemagne a insisté beaucoup sur la nécessité de tout faire pour trouver un accord. Mais simplement, on ne comprend plus rien ici à la logique de Westminster. Et puis les Européens ont une certaine fatigue. Et ça se ressent beaucoup ici parce qu'il y a eu 17 mois de négociations. Ils ont laissé d'ailleurs les pleins pouvoirs à Michel Barnier. Ils ne se sont jamais divisés sur la question du Brexit. Et aujourd'hui encore, on voit que ça n'a vraiment pas fonctionné, ni du côté des pays de l'Est qui ont beaucoup de ressortissants qui sont présents sur le sol britannique et qui s'en sont tenus à cette discipline des 27 et ont serré les rangs derrière le négociateur. Tout cela pour aboutir à 585 pages de texte, dont 62 consacrées au fameux backstop, la frontière nord-irlandaise qui est celle qui bloque le plus. Et finalement, des scénarios catastrophes, un psychodrame permanent à Westminster dont on ne sait pas comment il peut se dénouer et dont finalement Theresa May ne donne aucune clé pour dire comment elle souhaite le dénouer et quel est son plan. Donc il y a une certaine lassitude. Vous savez que Jeremy Corbyn, le chef travailliste, est aussi à Bruxelles aujourd'hui. Il a rencontré Michel Barnier pour lui dire qu'il ne voterait pas le texte de mai, mais qu'en revanche, lui, son scénario idéal, ce serait une extension beaucoup plus longue pour permettre soit d'organiser un référendum que réclame plutôt la base du Labour, des travaillistes, même si Jeremy Corbyn a été très ambigu sur ce thème, soit ce qui est vraiment scénario qu'il favorise, des élections générales pour essayer de remplacer la dirigeante conservatrice et de remporter ces élections et proposer à ce moment-là un Brexit beaucoup plus soft avec une union douanière. Voilà tout ce qui est aujourd'hui sur la table. On voit bien que la politique intérieure britannique s'invite à Bruxelles. Elle s'est invitée depuis des mois à Bruxelles et on constate une certaine lassitude des voisins européens. Et on va écouter justement Jeremy Corbyn, comme vous le disiez Caroline. Il a rencontré dans la matinée à Bruxelles Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne. Écoutez-le. Nous avons eu une discussion très constructive avec Michel Barnier et Martin Selmayr. Et nous voulons absolument empêcher un Brexit sans accord vendredi prochain. Nous pensons que ce que nous proposons peut être accepté par le Parlement britannique. Nous croyons que nous pouvons construire une majorité qui empêchera le chaos qui résulterait d'une sortie non ordonnée. Et c'est ce sur quoi nous sommes concentrés. Je vous voyais soupirer, Michel de Fabiani, ça oui, vous parce désespère? Que quand j'entends parler d'union douanière, oui. Mais enfin, le deal actuel, c'est une espèce d'union douanière commerciale. Ça laisse la possibilité ouverte. Bien sûr, donc il ne faut pas non plus jouer sur les mots. Quand on est dans le business, on sait ce que ça veut dire. Et par contre, reporter, pourquoi faire? Bon, on peut se poser la question, alors qu'on a un deal qui est possible, qui est un remain économique, et qui est un Brexit politique. Ça devrait satisfaire tout le monde. John Henley, vous voyez-vous une évolution dans la position des travaillistes où Jeremy Corbyn réussirait-il là où Theresa May a échoué? Écoutez, pour cela, évidemment, il faudrait de nouvelles élections. Et personne. Le problème, si vous voulez, c'est qu'il n'y a pas de majorité. Il n'y a pas de majorité pour rien. Mais pardonnez-moi, mais il ne donne pas l'impression d'y avoir non plus des idées, parce que où sont les idées différentes de Jeremy Corbyn sur la question? Il joue. C'est vraiment le fond du problème, c'est que le Brexit en Grande-Bretagne, c'est une question de politique interne. C'est une question qui oppose et qui est conçue ou perçue comme les deux partis principaux comme un enjeu de politique interne.
Theresa Vous voulez dire May, qu'il y a une instrumentalisation de la question à des fins politiques? Complètement. Et pourquoi Theresa May, elle ne veut-elle pas aller de l'autre côté de la Chambre des communes et chercher un accord, négocier un accord avec Jeremy Corbyn sur une définition du Brexit qui serait acceptable et qui aurait une majorité au sein de la Chambre des communes? Encore une fois, les Européens ont dit... Parce que ça impliquerait la fin du Parti conservateur. Mais les Européens ont dit qu'ils ne changeraient pas une virgule au texte actuel. Qu'est-ce que Jeremy Corbyn peut obtenir de mieux? Non, mais on peut ou apporter. C'est tout le truc. On peut si la déclaration politique, cette fameuse déclaration politique qui accompagne l'accord de sortie, elle est ouverte à tout. Vraiment, tout est possible. Donc, une relation douce à la norvégienne, une relation dure à la canadienne, tout reste possible. Donc, une fois qu'ils se mettent d'accord sur une voie pour la relation d'avenir, tout est possible. Mais le problème, c'est que Theresa May, pour moi, de toute façon, sa priorité, plus ou moins dès le début, ça a été de garder l'unité du Parti conservateur. Elle a une aile du Parti conservateur qui est farouchement pro-Brexit. Et si elle se dirige vers une solution avec union douanière, une Brexit douce, un Brexit doux, c'est la fin du Parti conservateur. David Coburn, lorsque vous entendez Jeremy Corbyn agiter ce qui pour vous doit être une menace, la possibilité de nouvelles négociations avec Bruxelles et d'un Brexit finalement encore plus doux que celui négocié par Theresa May, est-ce que vous ne vous dites pas finalement que l'intérêt pour vous c'est d'accepter l'accord tel qu'il a été négocié par le gouvernement britannique? Nous avons besoin d'une élection générale pour débarrasser le Parlement de tous les collaborateurs europhiles qui habitent dans le Parlement. C'est nécessaire une chose, les gens là-bas, pour avoir un Brexit. Mais quitte à porter Jeremy Corbyn au pouvoir, qui n'est pas non plus le plus europhile qu'on connaisse. Par accident. Jeremy Corbyn, je pense qu'il n'aime pas le communauté européenne parce qu'il s'arrête, lui, pour faire les choses qu'il veut faire, des choses très socialistes, dont c'est pas dans son intérêt pour continuer que nous sommes dans la communauté européenne. Non. Il juste veut une opportunité pour une élection. Ça, c'est la seule raison. Mais je suis sûr certain qu'il n'est pas gagné par ça. Tout le monde a peur que le nouveau parti Brexit, par M. Farage, s'il y a une élection demain, peut-être il y a un grand problème, peut-être ça, tenir la balance de pouvoir, ça c'est la raison, il avait peur qu'il y ait une élection européenne, il ne veut pas 72 qu'est-ce que c'est, membres de Parlement Brexit dans le Parlement européen. Ça c'est la raison, il avait changé la date, c'est simple. C'est ça, Michel de Fabiani, le risque pour les milieux d'affaires que vous représentez ici, qu'au-delà du Brexit qui comporte déjà en soi une possible déstabilisation de l'économie britannique, s'ajoute peut-être demain une déstabilisation politique profonde, la chute de l'actuel gouvernement, l'absence de majorité, comme c'est déjà pratiquement le cas aujourd'hui au Royaume-Uni. De toute façon, le business continue quels que soient les régimes politiques, et les présidents ou les présidentes ou les ministres en place, on le sait. Heureusement d'ailleurs, parce que si on était dépendant d'un Premier ministre ou d'un président, on serait sans avenir. Bon. Oui, parfois le vide juridique, la mauvaise gestion peuvent aussi avoir un impact. On a oublié l'aspect économique des choses, et il y a une étude qui vient de sortir sur l'impact du Brexit à moyen terme. Les pays les plus touchés sont le UK, la Grande-Bretagne, l'Irlande, un peu moins, ensuite les Pays-Bas, et le moins touché, c'est presque la France. Donc à moins de 2% d'impact PIB, moins de 1% même en France et en Allemagne. Donc les grands pays européens, France, Allemagne, sont moins touchés. Donc c'est faux, pardonnez-moi, c'est faux de dire, comme l'a dit David Coburn, que c'est l'Europe qui a le plus à craindre finalement aujourd'hui du Brexit, d'un Brexit dur et qui cherche à retenir le Royaume-Uni. Je crois que le Royaume-Uni lui-même a beaucoup à perdre, sinon M. Coburn ne demanderait pas un soft Brexit. Si le hard Brexit était si favorable, personne ne dit, je n'entends personne dire et même oser dire et montrer que le hard Brexit est favorable à la Grande-Bretagne sur le plan économique. Il dit on va négocier des accords librement partout dans le monde, des accords de libre-échange avec les zones. Mais ça n'empêche pas. On entend parler d'un nouveau Singapour aux portes de l'Europe.
avec des conditions fiscales beaucoup plus attractives. La fiscalité est déjà différente. Le UK a une fiscalité différente de celle de la France, qui est différente de celle de l'Espagne, qui est différente de celle du Luxembourg. On pourrait citer 28 cas différents de fiscalité. Donc l'un n'empêche pas l'autre. Le seul point politique, c'est le UK ne veut pas dépendre de la Commission européenne, de la Cour de justice européenne. Ok, ça c'est l'aspect politique. Sur le plan économique, ce que demande M. Corbyn, une union douanière, mais le deal de Mme May, qu'elle a négocié avec M. Barnier, c'est un deal commun. C'est une espèce d'union douanière. Juridiquement parlant, peut-être pas, mais de fait. Mais il n'en veut pas, vous l'avez compris. Il n'en veut pas, M. Coburn, de ce deal, justement, ce deal négocié entre Theresa May et Michel Barnier. Ça, c'est autre chose. Là, oui. Je ne suis pas dans la politique, je suis dans, mais c'est pour ça que dans les échanges. Un certain nombre de personnalités politiques en Grande-Bretagne sont prêts à prendre ce risque. Ils prennent un risque énorme pour la Grande-Bretagne. Sans accord. Alors d'autres, de l'autre côté du spectre, il y a ceux qui cherchent à se mobiliser dans le dernier quart d'heure pour rester, peut-être même inverser le cours des choses. Il y a cette pétition, en 24 heures, plus d'un million de personnes ont signé cette pétition réclamant du gouvernement de Theresa May qu'il mette fin à ce processus de sortie de l'Union européenne. Est-ce que ça joue, ça, John Henley ? Pas vraiment. Tout le monde a oublié, en fait, mais presque le lendemain du référendum, en juin 2016, il y avait une pétition avec, je pense, si je ne me trompe pas, 2,7 millions de signateurs pour avoir un deuxième référendum. Donc non, ça ne change pas grand-chose, je pense. Il est vrai que l'opinion publique a changé depuis le référendum. Si les Britanniques iraient voter aujourd'hui, le Remain gagnerait, mais vous en êtes sûr ? Selon tous les sondages, il y a une courbe très très consistante, mais pas suffisamment pour inverser le peut-être 53, 47, 50. Il faudrait un vote massif aujourd'hui pour changer réellement le cours des choses. Il faudrait des sondages à 60%, 60-40 pour que ça change quoi que ce soit. C'est votre avis, Elvire Fabry, parce que d'un point de vue purement technique, la Cour de justice européenne l'a dit en décembre dernier, un pays peut revenir sur le déclenchement de l'article 50, c'est-à-dire la sortie de l'Union européenne. Avant d'être sorti. Oui. C'est pour ça qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est avant tout significatif d'une nervosité, d'une tension. Il y a du bluff là-dedans. Est-ce que du côté du gouvernement, on n'espère pas secrètement être retenu de force au sein de l'Union européenne ? Vous y croyez à ça ? Non, ça du côté de Theresa May, je ne pense pas. Parce que s'il y a une chose sur laquelle elle a été très très constante depuis le début, c'est sa mission de mener à bien ce Brexit. Elle est restée intangible sur les lignes rouges qu'elle a interprétées du vote de 2016. Elle n'a pas bougé d'un iota. Elle veut préserver, en effet, ça a été dit tout à l'heure, la cohésion du Parti conservateur, mener à bien le Brexit. Non, de son côté, autant on sait qu'elle était au départ Remain, qu'elle n'a pas voté pour le Brexit, autant elle... Vous êtes sûr que ce n'est pas pour être finalement certain de rendre impossible, inacceptable pour les Européens, toute possibilité de sortie non négociable, voilà, non négociable. À ce stade, c'est pas plausible. Parce que, en effet, même s'il y avait un second référendum, s'il y avait un vote tout juste majoritaire pour rester dans l'Union européenne, on sait qu'on a affaire à un pays qui est complètement divisé. Oui, ça ne suffirait pas à faire taire les critiques. Dans sa société, dans ses principaux partis. Et qui, en effet, devrait vraisemblablement aller vers une situation de crise politique et de grandes transformations du potentiellement c'est ça le risque des années à venir, en fait. C'est que même si ce deal finit par passer, beaucoup d'experts, il y a énormément d'analystes qui trouvent que l'étape le plus dure est à venir. C'est ce qu'on a vécu jusqu'ici, ces 3 ans d'agonie, de longue agonie jusqu'ici. Ce n'est que l'hors d'œuvre. Le plat principal est à venir, c'est-à-dire la négociation de cette fameuse relation d'avenir. Et parce que le problème, c'est que le gouvernement n'a pas réussi à définir ce que ça doit être le Brexit. Theresa May, elle a beaucoup dit, elle a répété maintes fois Brexit means Brexit, mais elle n'a jamais dit qu'est-ce que Brexit mean.
Et c'est pendant les négociations d'avenir, qui peuvent durer 2, 3, 4, 5 ans. Hein. C'est pendant ces négociations-là qu'il va falloir vraiment définir ce que veut dire le Brexit. David Coburn, selon vous, quelle forme doivent prendre les relations futures du Royaume-Uni et de l'Union européenne? Est-ce que vous imagineriez, vous, demain au gouvernement, rentrer dans des négociations de 2, 3 ans avec l'Union européenne? Non. La majorité des gens britanniques, la vaste majorité des gens, ils veulent partir sans deal. Ça, c'est clair maintenant. Les gens sont très fâchés avec la communauté européenne. Évidemment, ils essaient toutes les choses pour éviter notre démocratie. Il y a un autre vote, et blablabla. Toujours la communauté européenne, il veut, tu votes, jusqu'à vous avez la réponse que la communauté européenne qu'il veut. Et il fait ça avec la France, il fait ça avec les Portugaises. Non, pas avec Grande-Bretagne. Les gens, ils avaient voté directement pour partir et pas voté pour un deal, ils votaient pour partir. Et ça, ce qu'il veut. Et Madame May, elle est un collaborateur avec la communauté européenne et pas veut un départure de la communauté européenne, elle veut rester là-bas. Elle fait toutes les choses possibles pour rester là-bas. Mais quelle relation commerciale et politique souhaitez-vous nouer à terme avec l'Union européenne? Je suis un homme des affaires. Je ne suis pas un politicien. J'ai entré les politiques parce que je suis fâché avec la communauté européenne. Et non, les gens dans les affaires, ils veulent partir. Sauf les grandes entreprises qui partir, mais continuer à commercer quand même ou même plus? Et international et tout ça. Oui. Pour lui, c'est plus facile. Non. Les petits commerces, les moyens commerces, tous les gens comme ça, ils veulent partir. Parce que la communauté européenne, toujours en Grande-Bretagne, nous sommes un pays capitaliste. Et toujours les gouvernements, ils réduisent les problèmes, les bureaucraties, tout ça. Mais la communauté européenne, ils montent les problèmes, les taux, les directives, toute cette chose, que c'est mal pour les petites affaires. Et les gens, la majorité, ils veulent partir. Merci. Et ils passent. On a compris. Merci beaucoup, David Coburn. L'incompétence de Mme May et l'arrogance de l'European Union. Michel de Fabiani. Moi, je vois la réalité des choses et je vois beaucoup de PME britanniques qui s'intéressent au continent et qui veulent au contraire garder ou même développer, maintenant s'installer en Europe continentale parce qu'ils pensent que c'est le marché le plus proche de la Grande-Bretagne. Une sortie ordonnée est toujours possible, Elvire Fabry? Une sortie ordonnée va se jouer vraisemblablement la semaine prochaine. Et ce que l'on peut garder à l'esprit, c'est qu'il faut garder un petit peu là son sang-froid et en effet pas céder à ce qui est un peu la tentation de fatigue du Brexit et de se dire... Vous craignez une sortie sans accord presque du jour au lendemain sur un coup de tête? Pas sur un coup de tête, mais on n'est pas à l'abri d'un no deal accidentel, un peu par lassitude, et de se dire, compte tenu de tout ce qui nous attend encore pour la suite, pour la négociation, sachant qu'en effet, dans un scénario de no deal, ce serait encore plus complexe. On aurait affaire à un pays qui non seulement serait en division complète, rejetterait, comme ça vient d'être exprimé, la responsabilité sur les Européens, parce qu'ils ne peuvent pas assumer eux-mêmes la responsabilité de l'échec de cette sortie chaotique. Merci beaucoup Elvire Fabry, merci à vous Michel de Fabiani, à John Henley et à David Coburn qui était avec nous en duplex de Bruxelles, tout comme Caroline de Camaret. On continue d'en parler du Brexit bien sûr avec un œil sur les médias tout de suite.